La délégation de Kinshasa au pourparlers de Kampala n'a pas quitté la table des négociations, contrairement aux propos des rebelles de M23. Confirmation de François Mwamba dans ce journal. La télévision numérique terrestre est désormais opérationnelle en République démocratique du Congo avec l'arrivée de l'entreprise chinoise des médias Star Time. Antenne A, le journal John Gomboa. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir et surtout bon début de semaine sur Antenne A, la chaîne de référence. L'actualité, nous allons la débuter par ces communiqués publiés par la mission onusienne au Congo qui a été informée du recrutement forcé des 10 individus par des combattants du M23 le 22 juillet dernier à Kibumba dans le territoire des Nyiragongo, province du Nord Kivu. 3 d'entre eux auraient été tués par ces combattants au cours de leur tentative de fuite, indique les communiqués publiés par l'ONU et repris par l'agence Chine Nouvelle. Ainsi, selon le même communiqué, la mission condamne toutes ces allégations récurrentes de violations graves des droits de l'homme attribuées aux éléments du M23 et réitère son appel au M23 d'assurer le plein respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ceci parce que le M23 a été également accusé d'empêcher, depuis la reprise des hostilités à la mi-juillet avec l'armée nationale, l'accès humanitaire de certaines villes et zones dévastées par le combat, notamment Moutao, tandis que de très nombreuses personnes déplacées ont besoin de l'assistance humanitaire. Eh bien, le M23, parlons-en encore. Selon ces mouvements rebelles, la délégation congolaise aurait quitté la table des négociations à Kampala, en Ouganda. Non, affirme François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi et qui fait partie de la délégation des négociateurs congolais. Il se trouve actuellement à Nairobi, de retour de New York. Il a été joint par Sylvie Mboula. Nous n'avons jamais quitté Kampala. L'honorable Machako est à Kampala, l'honorable Moulaïla est à Kampala et d'autres hauts responsables de la République du Congo sont là-bas au titre de notre délégation. Nous n'avons jamais quitté. S'agissant de savoir quel est l'agenda, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on est censé parler, j'observe que pour déposer les armes, pour mettre fin à la souffrance de nos populations, notamment dans le Nord Kivu, les pillages, les viols, les tueries, le M23 n'a pas besoin d'autorisation. Cette décision est une décision qu'ils peuvent prendre à tout moment par eux-mêmes. Et s'ils procédaient de la sorte, ils mettraient d'ailleurs la nation congolaise en situation effectivement de pouvoir examiner les autres revendications qu'ils ont. Nous sommes à la fin de ces discussions. Il serait bon que pour montrer leur bonne volonté, ils puissent... la seule déclaration que les Congolais attendent, c'est celle de mettre fin aux exactions et de mettre fin à la guerre. Et que sur cette base et sur base du document du médiateur qui est sur la table maintenant, nous pourrions effectivement voir dans quelle mesure quelque chose pourrait être signé. L'évaluation de la mesure dans laquelle les engagements pris par tous les pays de la région dans le cadre de l'accord cadre signé le 24 février à Addis Abeba a été mis en application. Vous savez que cet accord, c'est une chance réelle pour que l'ensemble de notre région, à commencer par notre pays, nous puissions retrouver la sécurité, la stabilité et finalement le développement qui manque tant, notamment aux Congolais. Alors, puisque tout le monde est concerné et que tout le monde veut que les choses avancent, il y a donc toute une série de réunions. Hier, c'était à Addis Abeba. Avant-hier, plutôt, c'était à Addis Abeba. Hier, c'était à New York. Et aujourd'hui, on est ici à Nairobi. C'est toujours le même agenda. La vérification par chacun. Et c'est que chaque pays concerné observe et met en œuvre ses propres engagements. En ce qui nous concerne, les choses sont très claires. La République du Congo est totalement engagée par rapport à cet accord cadre.
Le mouvement du 23 mars s'est projeté aussi par rapport aux concertations nationales à venir. Le mouvement bien entendu, aurait revendiqué sa participation à ces fameuses concertations. En fait, l'M23 ne serait pas le seul. Il y a aussi tous les microcosmes sociopolitiques congolais qui est en effervescence depuis que le président de la République a annoncé la tenue des concertations politiques. Il s'agit aussi ainsi de la société civile, la branche Nouvelle Société Civile Congolaise, NSCC, s'est réunie à Notre-Dame des Fatima et a terminé ses concertations restreintes le dimanche passé. Nadia Koulenfouka, Xavier Ntété. Durant 7 jours, les acteurs sociaux réunis au sein de la synergie de la nouvelle société civile se sont retrouvés en assemblée générale pour parler des concertations nationales à venir. Ils ont notamment élaboré leur cahier des charges qui sera présenté lors de la tenue de ces forums. Une opportunité que ces acteurs sociaux ne veulent manquer en aucun cas. Que nous avons essentiellement mis les garde-fous dans le protocole d'accord de cette coalition composée de la nouvelle société civile congolaise d'une part, des forums des leaders d'autre part, mais aussi d'un certain nombre d'alliés comme le CONSIC, comme la Fédération congolaise des diamantifères, la FECODI, mais aussi beaucoup d'autres alliés. Eh bien, dans le protocole d'accord qui avait été signé, il fallait mettre des garde-fous du genre, nous ne pouvons rien engager qui ne soit pas déjà évalué de manière concertée. Donc toutes les décisions seront prises de manière concertée. Vu l'importance de ces assises, 200 délégués de la société civile venus des différents horizons du pays ont voulu contribuer à la conceptualisation des concertations nationales censées favoriser la cohésion nationale. Nous allons parler politique, ou plutôt la santé d'un homme politique. Il s'agit de Diomi Ndongala, pour qui la Ligue des électeurs soutient qu'il faut qu'il soit relâché pour raison de santé de sa détention du centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. La Ligue des électeurs l'a dit aujourd'hui au terme d'une visite qu'elle a effectuée au CPRK. Reportage de Sylvie Kapombo. Oui, je disais donc que la Ligue des électeurs exige que Diomi Ndongala, détenu au centre, au CPRK, au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, soit relâché pour raison de santé, car à la suite de la visite effectuée dans cet établissement pénitentiaire, l'État de Diomi Ndongala déclinerait à vue d'œil. Nous pourrons y revenir d'ici la fin du journal si tout va pour le mieux. Le temps pour moi de vous annoncer que le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale informe la population en général, les employeurs ainsi que les travailleurs en particulier, que la journée du jeudi 1er août 2013, fête des parents, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévention sociale, saisit cette occasion pour souhaiter bonne fête à tous les parents. Lundi, c'est le jour de la réunion stratégique économique du gouvernement congolais. Eh bien, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé la Troïka ce 29 juillet, séance de travail essentiellement fiscale. Elle a porté sur les acomptes prévisionnels. Plus de détails avec Jean-Louis Miasukama. Troïka stratégique ce lundi 29 juillet 2013. Les acomptes provisionnels, c'est pour le 31 juillet. Au sujet des recettes, le Premier ministre a recommandé que les exonérations soient limitées. Elles soient limitées au strict minimum et qu'elles ne soient d'ailleurs accordées par le ministre des Finances, dérogeant un peu de la pratique qui veut que la décision revienne donc
à la Direction générale des douanes et accises. Nous sommes préoccupés par ce phénomène de prête-nom de personnes qui se présentent comme étant des importateurs, de gros importateurs, alors que quand on va vérifier leur site d'exploitation, on trouve qu'ils n'ont pas le gabarit tel que cela apparaît dans les données d'importation. La TVA remboursable a aussi été examinée. Le respect de ces délais est le principal gage que nous avons pour crédibiliser la taxe sur la valeur ajoutée. On constate malheureusement qu'il y a eu des délais un peu plus longs, ce qui peut porter préjudice parce que ça peut inciter les entreprises à vouloir contourner la TVA. La période des mois de juillet et août est un temps économique très sensible qui doit être bien géré. Parlons économie, cette fois-ci avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La nouvelle vous a été annoncée au sommaire. La télévision numérique terrestre est désormais opérationnelle en République démocratique du Congo avec l'arrivée de l'entreprise chinoise des médias StarTimes. Cette société qui compte apporter une véritable révolution numérique en Afrique a organisé ce lundi 29 juillet à l'hôtel Fleuve Congo Hôtel une conférence de presse des pré-lancements à laquelle on prit part pour Antenne A Alain Kuka et Blaise Lunda. Nouvelle technologie, nouvelle expérience, nouveau choix, c'est en ces termes que peut se résumer l'offre de StarTimes Group au Congolais. Cette société créée en 1988 à Beijing en Chine est spécialisée dans la haute technologie de la radiodiffusion et de la télévision numérique terrestre TNT. En effet, avec StarTimes, plus besoin d'une antenne parabolique pour capter notamment des chaînes internationales branchées par satellite. Il suffit d'avoir le décodeur StarTimes et une antenne intérieure ou extérieure pour avoir des images nettes et claires sur une télévision analogique. Et si vous vous procurez une télévision LED avec décodeur incorporé vendu par StarTimes, une antenne simple suffit pour vous donner un signal clair qui résiste aux intempéries, entre autres la pluie, le vent, voire la tempête. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le DG de StarTimes, RDC, Philippe Zou, qui s'est voulu très rassurant. Nous sommes présentés en Afrique depuis 2007. Et maintenant, nous avons déjà commencé les projets en 11 pays. Nous avons déjà 2 500 000 abonnés en Afrique. Donc c'est déjà les plus grands opérateurs dans le domaine de TNT. Donc maintenant, StarTimes a commencé les projets en RDC. On commence par une fréquence de UHF. Avec une seule fréquence, on peut diffuser 26 chaînes pour le moment. Pour un premier temps, StarTimes offre aux Congolais un premier bouquet de chaînes internationales appelé StarTimes Basique avec 21 chaînes de télévision, plus 5 chaînes en promo, y compris la NBA TV du basket américain dont StarTimes détient l'exclusivité. Présente déjà dans 10 pays en Afrique, StarTimes poursuit sa vision, celle de permettre aux familles africaines d'accéder à la TNT à moindre coût. Pour notre deuxième partie, on va y aller rapide. Nous allons nous rendre à Kisangani en province orientale pour parler social. Il s'agit de la remise des 2 bus à la fondation Gertler par la province par la province orientale, c'est-à-dire le gouverneur Bamanissa et la société privée Congo Service Maintenance. C'est l'administrateur de Gertler Family Foundation, François Njeka, qui a réceptionné ces matériels roulants. Ce dernier l'a ensuite remis au médecin directeur de l'hôpital du Cinquantenaire. Reportage de Natacha Bomongo et Duzen Belebele qui reviennent de Kisangani. Soucié du bien-être de population de sa province, le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, et l'entreprise privée Congo Service Maintenance ont procédé mardi 23 juillet à la remise des 2 bus à Gertler Family Foundation. Ces dons tombent à point nommé pour contribuer au bon fonctionnement de l'hôpital du Cinquantenaire de Kisangani. À la fondation Gertler, qui certainement va bien le gérer pour le bien de la population,
comme le chef de l'État l'a voulu, que cet hôpital soit ici, au service de la population. Aujourd'hui, je crois que vous avez eu l'occasion de visiter cet hôpital avec vraiment tous les soins de qualité et les équipements de qualité. Et je pense que, en tout cas, l'entreprise aussi aujourd'hui a fait aussi un geste en appuyant la démarche et l'investissement qui a été fait ici par la Fondation Dan Gettler. C'est là dans la vision et dans les objectifs du chef de l'État. C'est entre les mains de François Djeka, administrateur de Gettler Family Foundation, que le gouverneur a remis les clés de ces véhicules. À son tour, il les a remises au médecin directeur adjoint de cet hôpital, Dr Lucien Boluka Otto. Que vous avez ici, dans la province, la Fondation va continuer, va gérer ce bien, en bon père de famille, comme on dit habituellement. Et sans tarder, je vais remettre à la direction de l'hôpital, au médecin directeur adjoint, les clés de cette ambulance. Et je vais aussi formuler le même vœu que l'hôpital puisse bien gérer cette ambulance. Recevoir un don, c'est bien, mais en faire un bon usage, c'est encore mieux. C'est la recommandation faite par l'administrateur de Gettler Foundation aux bénéficiaires. Vous en saurez davantage tout à l'heure dans une page magazine que Natacha Bomongo a préparée pour vous en fin de journal. Donc, restez avec nous. Nous allons encore parler santé pour vous annoncer que la direction de développement des soins de santé primaire a organisé un atelier sur l'adoption des outils de gestion des données du système national d'information sanitaire. C'était ce lundi à Kinshasa. Reportage de Anne-Marie Ossite, Hugues Moussangila et Sylvie Fortuné Mboula. Cet atelier est une occasion pour le professionnel de la santé de contribuer au renforcement du système national d'information sanitaire en République démocratique du Congo. C'est à travers l'adoption des outils de gestion du SNIS révisés pour permettre la présentation et la validation des outils harmonisés. Il était donc question que nous puissions coucher ces indicateurs avec leurs données dans les outils des collectes des données qui sont les registres, les outils de transmission des données qui sont les Caneva, afin que les prestataires des centres de santé, des hôpitaux, des zones puissent commencer à les rapporter et permettre à ce que tous les décideurs, les utilisateurs puissent avoir les indicateurs dont ils ont besoin pour les suivis, pour la planification et pour l'évaluation. Il faut noter que cet atelier est une occasion pour les participants d'intégrer une feuille de route et de maintenir les outils de collecte de la transmission des données. De collecte de données pour le cadre niveau. En sport, plus de 50 enfants sont initiés aux notions de techniques de base et autres exercices de taekwondo pendant cette période de vacances par Taekwondo Club de Bandalungwa. Dimanche, les combats amicaux ont été organisés. Plus de détails dans le reportage que vous propose Ndaye Ilambwechi et Damien Maungu. Une journée dominicale très mouvementée en Taekwondo Club de Bandal en organisant les tournois de vacances pour enfants à l'espace Mutungo 8, ex-Mutunamuto Bongisa de Bandal. Les jeunes taekwondoïnes se sont rivalisés avec ardeur et détermination. Question de permettre aux futurs champions de faire fuir la peur et d'avoir la maîtrise de soi. Des combats amicaux ont tenu en haleine les amoureux de cette discipline d'art martial. C'est une très bonne chose parce que ça permet quand même aux enfants de rester dans un cadre quand même surveillé, un cadre qui permet aux femmes, ça leur permet aussi d'acquérir certaines aptitudes physiques parce que la pratique du sport, c'est quand même très recommandé. Comme dans la plupart des écoles, il n'y a pas d'infrastructure. Je suis contente en tout cas de cette formation parce que là, mon enfant n'a fait qu'une semaine depuis que je l'ai inscrit dans cette discipline, mais je vois déjà qu'il commence à s'adapter et il est même passé, il a même fait une petite démonstration. J'ai trouvé vraiment que c'est une très bonne discipline. Nous encourageons tous les parents dont leurs enfants ne sont pas encore venus ici au club, que les enfants viennent pour apprendre les taekwondo. A noter que cette session de formation du tournoi taekwondo de vacances pour enfants se poursuivra jusqu'à la fin des grandes vacances.
Nous allons à présent lire la presse parue ce lundi à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Sylvie Mboula et Patricia Molingo Mbolikou. Bonsoir et bienvenue à ces journaux de journaux. Commençons avec le phare qui signe à sa une que l'Organisation des Nations Unies opte pour le bâton et la carotte en ce qui concerne les groupes armés dans le Grand Lac. Ceci fait suite de la convocation par les USA en tant que président du Conseil de sécurité pour le mois de juillet qui, dans une réunion urgente de l'ONU de jeudi dernier, ont opté à la fois pour la politique du bâton et de la carotte qui vont être appliquées à la fois contre Kinshasa, présumée victime d'une agression commanditée par Kigali, mais aussi contre le pays des Kagame, présenté comme se trouvant à la merci d'un mouvement rebelle hébergé par la RDC et qui serait aidé militairement par cette dernière, enseigne le quotidien. Même son de cloche au Forum des As qui informe que le Conseil de sécurité de l'ONU réunit avec la langue de bois alors qu'on s'attendait à ce qu'il emboîte le pas aux USA. Le confrère exprime la déception du fait qu'au cours de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, Kigali n'a pas été cité. Pour le quotidien, cette réunion n'a pas apporté les résultats escomptés. Le Conseil est plutôt revenu sur un langage diplomatique qui n'a pas manqué de toucher les attentes des Congolais. Forum des As est également revenu sur la déclaration de Washington sur la guerre à l'est de la RDC qui contraint Paul Kagame de livrer Runinga et ses 3 colistiers. En effet, la justice militaire de la RDC a émis des mandats d'arrêt international contre 4 dirigeants du M23 réfugiés au Rwanda. Il s'agit de l'ancien président Jean-Marie Runinga et ses 3 colistiers, de son commandant militaire notamment Innocent Zimurinda, Baudouin Garoué et Éric Badégué, autoproclamés général et colonel. Ces derniers sont poursuivis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, conscription d'enfants de moins de 14 ans, viol et pillage. De l'autre côté, la référence plus s'interroge sur la fin d'une époque de complaisance pour Kagame. Selon le quotidien, Kagame et Museveni sont maintenant bel et bien pointés du doigt pour leur soutien au groupe rebelle qui opère en RDC. 2 généraux rwandais en exil, Kayumba Nyamwasa et Patrick Karegeya, ont confirmé des accusations que Kigali et Kampala ont toujours maladroitement démenti. Entre-temps, le G14 est pour une médiation. Mary Robinson et le président Sassou Nguesso pour les prochaines concertations nationales, rapport de Dépêche de Brazzaville. Le G14 a proposé une modération tournante des assises et même une pré-concertation entre les 2 parties pour préparer consensuellement le terme de référence. L'actualité, c'est aussi la visite du Premier ministre Matata le samedi dernier à Kimwenza. Le Premier ministre a procédé à la mise en service de l'usine de la Régie des eaux, renseigne l'Observateur. L'usine a une capacité de 36 000 mètres cubes et son extension va desservir 239 000 personnes en eau potable. Les travaux de construction et d'aménagement des infrastructures du site ont duré une année et demie avec l'appui de la Banque mondiale. Enfin, la relance relaie le propos du Premier ministre à l'intention du groupe de la Banque mondiale. Matata Ponyo souligne qu'il faut des investissements transformateurs des économies africaines, surtout des infrastructures. Le Premier ministre a expliqué au directeur des opérations de la Banque mondiale la stratégie mise en place par le gouvernement pour permettre de faire de l'agriculture un secteur non seulement de rendement, mais aussi de valeur ajoutée de devenir plus croissante. Fin de cette revue de presse, bonne semaine à tous. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je vous invite à suivre à présent ce qu'a été l'essentiel de la visite de la Dan Gertler Foundation à Kisangani et en province orientale, page magazine, proposée par Natacha Bomongo et Josène Belebele. Une grande œuvre pour la ville de Kisangani dans la province orientale. Cet hôpital de cinquantenaire au bénéfice de la population boyomaise répond aux normes requises. Outre les 10 millions de dollars américains alloués à la construction et à l'équipement de cet établissement sanitaire, Gertler Family Foundation, momentanément chargé d'en assurer la gestion, a décaissé 1 million de dollars américains pour le frais de fonctionnement, c'est-à-dire paiement des salaires du personnel et l'approvisionnement en matériel. Un projet approuvé par le chef de l'État est confié à Dan Gertler, le seul actionnaire, avant, bien entendu, la prise en charge totale par le gouvernement provincial. Bon, on avait demandé de faire une œuvre sociale
en dehors du Katanga, parce que les grands investissements, les grandes mines sont là-bas. Et normalement, les gens disent oui, c'est pour les travailleurs, c'est pour vos travailleurs. Nous disons non, nous voulons aller ailleurs, en dehors de la province. Et en concertation avec les ministres de la Santé, on a fait un petit travail de due diligence pour savoir où les besoins étaient les plus forts. Et ils avaient identifié Kisangani. C'était loin, c'était difficile, il fait chaud aussi, il faut connaître les coins, mais quelques années plus tard, la réalisation a été faite. Et nous sommes aujourd'hui dans le stade de l'exploitation, disons, l'hôpital fonctionne. Et nous avons alloué un budget d'$1 million doté à cet hôpital pour être géré pendant 1 an, renouvelable. Après 1 an, on va évaluer. Si le ministère de la Santé dit qu'ils sont prêts, on va remettre la gestion aussi au ministère. Et au mois de mars dernier, le médecin assume comme il se doit les responsabilités vis-à-vis des malades. L'hôpital est une œuvre caritative pour aider, nous recevons les malades. Aujourd'hui, depuis le mois de mars, la fréquentation de l'hôpital ne fait qu'augmenter. Maintenant, nous avons quitté le cap de 100 malades. Nous sommes maintenant autour de 5 à 6 malades. C'est déjà tous les services fonctionnent très bien. Et ils ont des soins appropriés. Oui, les soins appropriés avec les médecins qui sont là. On venait de dire, la formation c'est parmi aussi les projets. Nous avons déjà reçu un médecin qui est venu de l'Afrique du Sud pour former le laboratoire. Il a parlé aussi avec le médecin. Il y a d'autres qui vont arriver les mois prochains. Kisangani fait exception. Il offre un standing international. La machine tout entière est un fleuron. La salle de réception et celle d'attente a une capacité de 300 personnes, hormis la salle des signes vitaux. Les soins intensifs, 2 bureaux de médecins et infirmiers, une salle d'internement pour femmes et hommes, une unité pédiatrique, une salle de chirurgie infantile et une autre pour consultation préscolaire. Sont également compris les services néonatals, la maternité, l'imagerie médicale et diagnostique et la cardiologie. La bonne prise en charge alimentaire des patients est assurée à travers cette cuisine qui proposera un menu spécial chaque semaine. La buanderie n'a pas été oubliée. Bref, un plateau technique ultramoderne assorti d'un dispositif unique. Le docteur Jean-Paul Bambalé du département d'imagerie médicale explique brièvement le fonctionnement de son service. À l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani, l'hospitalisation ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas sûr du bon développement de la convalescence. Pour le malade, la satisfaction est totale. J'ai piqué une crise de tension à 19h30. Alors, je me suis passé ici directement interné et puis il y avait de fortes fièvres la nuit et les colonnes, ça m'a fait mal. Alors, j'ai pris des traitements ici. Quand je suis venu, on m'a donné les tennis ici avec le brossada et les pepsodents, le savon, tout ça. Et la nourriture, le thé, tout ça, c'est bien organisé. Je suis à l'aise et maintenant je suis guéri. Je voulais que je termine mes médicaments. Après, on va me donner quelques repos. Sinon, ça va. Ben voilà, c'est terminé. Le journal, merci à vous qui nous avez consacré de votre temps. Et merci aussi à Sylvie Mboula, chef d'édition. Demain, à 7h30, vous retrouverez Eric Izami. Et je vous retrouve à 19h. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Et n'oubliez pas, l'information est en continu sur www.antennatv.com. Bonsoir.